Donc pas de conflit d'intérêt ou de lien d'intérêt à part Durex, Gibson et Fender. Je vais vous parler de notre principal aliment qui est l'eau. La Terre a soif, pénurie probable de l'or noir dans les années à venir, ça nous le savons. Il nous chie suffisamment de pendules pour les voitures électriques. Pénurie certaine de l'or bleu, c'est comme ça qu'on appellera l'eau dorénavant. L'ONU a déclaré 2023, cette année, l'année de l'eau. Et l'eau est notre premier aliment et un bien précieux, mais aussi un devoir. Car qui possède l'eau possède les territoires, possède l'agriculture et l'élevage, et possède la santé. En clair, possède tous les pouvoirs, et donc un niveau stratégique à l'origine de futurs conflits. D'ailleurs, notre ami Eric Orsena, qui était déjà venu nous parler, a écrit un livre très intéressant sur l'hydrodiplomatie que je vous invite à découvrir. Alors je ne savais pas quelle approche privilégier. J'avais choisi le sujet de l'eau, mais je n'avais aucune idée de comment approcher le sujet. Alors une approche biochimique sur la source de l'eau, les sources, les eaux minérales, le robinet, le calcium, le magnésium, etc., les bienfaits supposés. C'est vraiment ennuyeux. Une approche physiologique, l'hydratation et la déshydratation, mais je pense que je n'ai rien à vous apprendre. Une approche écologique, déjà on devient un peu plus intéressant, sur le recyclage des eaux usées, la sécheresse, les inondations, le gaspillage de l'eau, la pollution des nappes phréatiques ou leur carence, la désalinisation de l'eau de mer nécessitant d'ailleurs beaucoup d'énergie et ne concernant finalement que les pays du Golfe qui possèdent le pétrole pour cette énergie. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. En fait, surtout, on est confronté à des extrêmes qui vont à présent de sécheresse effroyable à des inondations épouvantables. Hier encore, en Charente, c'était des inondations impressionnantes, comme on voit à droite. Chez nous, donc. Une approche géopolitique qui m'a beaucoup intéressé, comme Eric Orsena, j'ai lu son livre. 26% de la population mondiale n'a pas accès à l'eau potable. 46% de la population mondiale n'a pas accès aux services d'assainissement de base. Chaque année, l'eau polluée est responsable de 1,4 million de décès, dont beaucoup d'enfants. Avec l'augmentation de la démographie, la consommation d'eau augmente de 1% par an et la demande devrait excéder l'offre de 40% à l'horizon 2030, c'est-à-dire demain. Alors on peut se dire, notre planète, c'est de l'eau finalement. Oui, mais les océans représentent effectivement 96,5% de l'eau, les glaciers et la neige 3,5%, et de moins en moins d'ailleurs, mais seul 0,3% de l'eau est potable. Un point très intéressant, qui m'a beaucoup intéressé en tout cas, les barrages de la discorde et sources de conflits à venir. Notion de fleuve transfrontalier, le Nil par exemple, qui traverse l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte, aux États-Unis, le Colorado, aux USA qui traversent le Mexique et les États-Unis. Donc ces gens voudront mettre des barrages évidemment pour bénéficier de l'énergie hydroélectrique et on aura une richesse en amont, agriculture, et on aura une sécheresse et une pauvreté et des famines en aval de ces barrages. Donc les conflits ne seront plus pour l'or noir, comme on a connu jusqu'à présent, mais pour l'eau. Et enfin, vous me direz, on est entre médecins, une approche médicale. C'est pas celle qui m'a intéressé le plus. C'est en effet notre premier aliment. Alors bien sûr, sur le péril fécal, on peut parler, c'est essentiellement dans les pays du Sud et en voie de développement, les maladies essentiellement diarrhéiques, infectieuses, liées à des micro-organismes bactériens ou viraux, le paludisme, la schistosomiase, l'onchocercose, le choléra, les dysenteries de la typhoïde et même la poliomyélite. Mais surtout en ce qui nous concerne dans nos pays occidentaux et supposés civilisés, c'est le péril hydrique. Lié à des facteurs environnementaux, nous sommes littéralement imbibés et imprégnés de micropolluants et de toxiques, en particulier l'air bien sûr, mais dans l'eau. Leur origine, les ménages sont les premiers contributeurs de micropolluants dans les eaux usées urbaines, mais aussi une origine médicale sur laquelle je reviendrai après.
ainsi que le ruissellement pluvial urbain qui rince les villes et va dans nos nappes phréatiques. En dehors des eaux urbaines, la pollution des nappes phréatiques a aussi pour origine l'agriculture et l'élevage. On peut ainsi énumérer des milliers de polluants et de micropolluants. La pollution chimique, bien sûr, les phtalates, le glyphosate dont on parle suffisamment en ce moment, puisqu'on l'utilise toujours, les pollutions médicamenteuses, hormonales, les perturbateurs hormonaux, les produits pharmaceutiques et cosmétiques, le PCB, les insecticides, herbicides, pesticides. Les nanomatériaux plastiques représentent 75% des micropolluants que nous ingérons. À propos du plastique, sachez que chaque individu ingère l'équivalent d'une carte de crédit par an. Carte de crédit en plastique, on ingère ça par an. Et est-ce que vous connaissez l'origine essentielle, industrielle de ces microparticules plastiques? Non. Non. Les pneus, nos voitures qui roulent, et l'industrie vestimentaire, figurez-vous. Voilà ce que j'ai appris. Et donc ça sera un enjeu certain du XXIe siècle en tout cas. Conséquences médicales. Substances obésogènes et diabétogènes par perturbation de la signalisation hormonale. C'est soit un effet agoniste et hormonomimétique ou au contraire un effet antagoniste avec pour résultat des pubertés précoces, des stérilités masculines. Le rôle de l'épigénétique et l'effet mutagène par méthylation ou déméthylation de certains gènes de notre ADN, l'augmentation de certains cancers, la modification de notre deuxième cerveau, pour ceux qui en ont un, c'est le deuxième. Il fallait placer le microbiote quand même, il fallait en parler. Mais aussi dans le milieu vivant aquatique, les mollusques, les fruits de mer et les algues et les poissons que nous ingérons, avec plaisir, qui accumulent des toxiques et des nanoplastiques dans leur chair. Par chance, la réglementation de l'eau en France a 70 paramètres de régulation et nous met a priori à l'abri de nombreuses maladies. À court terme, les maladies infectieuses diarrhéiques dont j'ai parlé, et à long terme, les chimiques, la fluorose et l'arsenicisme. Mais il faut savoir que nos centrales d'assainissement sont loin de pouvoir purifier l'eau comme elles le devraient. Et on se retrouve avec une quantité effarante de micropolluants qui ne sont absolument pas filtrés par nos centrales d'assainissement en France. La responsabilité médicale de la pollution de l'eau, ça c'est un aspect intéressant. Notre rôle concernant les micropolluants émis par le secteur de santé est majeur, et particulièrement les établissements hospitaliers où nous travaillons tous, les détergents, les désinfectants, les biocides, les médicaments bien sûr. Sommes-nous conscients, nous les acteurs de santé, de notre impact sur la qualité de l'eau? Certainement pas. Cette contamination diffuse participe avec certitude aux effets cancérogènes, mutagènes, neurotoxiques et les antibiorésistances que nous observons de plus en plus. Les perturbateurs hormonaux, l'immunotoxicité, la bioaccumulation dans les tissus vivants et la synergie des micropolluants qui, pris individuellement, ne sont pas toxiques, mais en synergie le deviennent. En conclusion, et c'était le but de faire un exposé rapide, Géry, limiter notre pollution de l'eau, limiter notre consommation d'eau. En Inde, elle est de 30 litres par jour, en France, 160 litres par jour, et aux États-Unis, 300 litres par jour. Donc une sobriété individuelle serait la bienvenue. Nous avons manqué de respect à l'eau pendant des décennies, nécessité de rapprocher le monde médical de celui de la distribution et de l'industrie de l'eau, au service d'une approche unifiée de la santé, parce qu'en faisant ce travail qui m'a pris pas mal de temps, j'ai découvert qu'ils n'avaient absolument pas connaissance du monde médical. Et pour finir, et c'est important, pour savourer nos bons vins rosés de Provence, faites les glaçons avec le rosé, cela gaspillera moins d'eau. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup Bernard.
questions. Oui, bravo Bernard pour ce super exposé là qu'on re-regardera, je pense, pour avoir tous les. Merci. tous Je me les- suis tous beaucoup les amusé détails. en le faisant. Ah, j'imagine que tu as dû passer énormément de temps. Je voulais revenir justement sur la désalinisation de l'eau. Moi, j'ai une sœur qui vit à Perth, en Australie, 1,5 million d'habitants, c'est que de l'eau dessalée. Si tu veux, quand tu fais le tour de la Méditerranée, quel est le seul pays qui n'utilise pas la désalinisation autour de la Méditerranée? C'est la France. Alors effectivement, il y a le problème de l'énergie, il y a le problème des saumures. On peut dire qu'à peu près, pour un mètre cube, il faut maintenant 3 kilowatts à peu près. Donc, il faut beaucoup d'électricité. Ça a beaucoup baissé par rapport à avant. On a le même problème pour la fourniture d'électricité. Est-ce qu'elle sera nucléaire chez nous ou est-ce qu'elle reste le pétrole au Moyen-Orient? Non, mais il y a quand même un problème en France. C'est le seul pays autour de la Méditerranée qui ne l'utilise pas. Donc là, on a eu des problèmes. Il y a des problèmes d'eau importants. On a interdit. La France est le seul pays. Dans les Alpes-Maritimes, on a interdit à des petites mamies d'arroser leurs petits lopins de terre et tout. Enfin, c'est scandaleux. Il y a des problèmes vraiment majeurs de l'eau, comme tu l'as dit. La France a souvent, dans bien des domaines d'ailleurs, le bonnet d'âne, hein, parce que nos centrales de désalinisation, je l'ai appris en interviewant des gens de cette industrie, ils m'ont dit, mais on a 70 paramètres, mais il y en a 1500 qui passent à l'as. Donc on est imprégné en permanence de micropolluants plastiques ou autres, chimiques, dans l'eau. Justement, je rebondis là-dessus. Ça, c'est l'eau du robinet, j'imagine? Non, c'est l'eau aussi des sources. L'eau des sources et l'eau minérale? Oui, mais elles viennent des nappes phréatiques. Elles sont filtrées comme elles peuvent. Elles ont une origine, certes, sympathique. Il y a moins de chlore. Alors, il y a la publicité, il y a beaucoup de magnésium, il y a beaucoup de... Enfin, bon, c'est des conneries, tout ça. C'est utile, mais bon, ça ne nous met pas à l'abri de ces micropolluants à l'intérieur. Parce que moi, j'avais une notion qu'en France... Parce qu'on n'arrive même pas à les détecter, si tu veux. L'eau en France était de bonne qualité. C'est la notion que j'avais, l'eau du robinet, hein, en France, par rapport à d'autres pays. L'eau du robinet est très contrôlée, effectivement. C'est notre premier aliment et le plus contrôlé. Dans la mesure où il n'est pas très bien contrôlé. Il est le plus contrôlé, mais pas très bien contrôlé. La preuve, quand il y a des inondations et des épisodes climatiques, ils sont souvent obligés de fermer l'eau et de fournir des bouteilles d'eau plastique aux habitants. Dans ta région, d'ailleurs, Patrick. Donc buvez du rosé de chez nous, ou un bon Bourgogne, ou voilà, ouais. Et un Bordeaux, évidemment, oui, mais bon... Des polyphénols, de la vitamine A et des oméga 3 pour le cerveau, et on vivra centenaire, intelligent et sans troubles cognitifs. Y a-t-il d'autres questions? Merci beaucoup.